Bien, nous allons terminer par la présentation d'Adrien sur les Templiers. Donc on termine par quelque chose de bien plus ludique. Et je laisse tout de suite la parole à Adrien. Eh ben, rebonjour à toutes et tous. Donc, en 2024 est sortie une nouvelle adaptation du roman de Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Je pense que ça aura échappé à personne et que beaucoup d'entre vous dans cette salle l'ont vu. Cette œuvre nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui pour deux raisons. Bon, d'une part, c'est assez évident, les Templiers sont présents dans le film. Alors, on va se le dire tout de suite, jamais Dumas n'a fait mention quelque part des Templiers dans son livre. Cependant, les deux réalisateurs, que sont Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, dont le père de ce dernier a réalisé une adaptation de Monte Cristo dans les années 70, qui est très bonne, regardez-la, ils ont choisi tous les deux d'utiliser les Templiers. Dans le film, le trésor dont Edmond Dantès hérite pour réaliser sa vengeance, il n'appartient plus au comte de Spada, mais aux Templiers. Certains ou certaines, qu'on pourrait qualifier de puristes, pourraient se sentir un peu offusqués que l'œuvre originale ait été trafiquée de la sorte. Bon, ça, on laisse ça un peu aux opinions personnelles. Nous, en tant que chercheurs, notre question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ces réalisateurs ont choisi d'utiliser les Templiers. Alors, j'ai pas encore trouvé d'interview où ils expliquent pourquoi, ni dans les bonus du film. Cependant, moi, j'émettrais une hypothèse que depuis globalement 20 ans, le début des années 2000-2005, les Templiers ont un peu le vent en poupe. Que ce soit avec la parution en livre puis en film du Da Vinci Code, je veux bien un chrono par contre, pour ça où j'en suis, la parution du Da Vinci Code, ou alors Kingdom of Heaven de Ridley Scott, ou enfin la saga mythique Assassin's Creed à partir de 2007. Donc, on pourrait même aller plus loin, naturellement, que Edmond Dantès, en fait, c'est un Templier moderne. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'aurais pas le temps, mais si vous voulez m'interroger pendant la discussion, je serais très heureux d'en parler. Voilà. De plus, dans cette volonté, donc vraiment, on a aussi dans le même temps, une volonté de moderniser l'œuvre. C'est dans ce sens que pour moi, on a entre guillemets l'ajout d'une romance lesbienne, entre Eugénie Danglars et Louise d'Armilly. Je dis entre guillemets parce que dans l'ouvrage de base, il y a vraiment une tension lesbienne entre ces deux personnages dans le bouquin original. Donc je trouve que l'ajout, c'est pas vraiment un ajout. Mais voilà, bref. Et aussi les personnages féminins, ces personnages sont beaucoup plus forts que dans le roman original. Bien que les personnages soient quand même très forts dans le roman original. Donc la question encore qu'on doit se poser là, c'est pourquoi, et à mon sens, en fait, c'est dans le but de moderniser une œuvre. Et ça tombe bien parce que les Templiers aussi, on doit essayer de les moderniser. Donc moi, à titre personnel, je travaille sur les Templiers dans les jeux de société et la manière dont les auteurs, ils les rendent plaisants. Et donc une des hypothèses que je pose et que j'aimerais explorer un petit peu avec vous ici, c'est la manière dont les jeux utilisent un matériel historique de base sur les Templiers en le modifiant pour qu'il plaise aux joueurs et en modernisant un peu les Templiers pour qu'ils soient moins austères qu'ils ne le sont. Donc petit point historique pour celles et ceux qui ne sauraient pas qui sont les Templiers. Les Templiers, c'est un ordre religieux militaire du Moyen-Âge ayant deux missions principales que sont la protection des pèlerins et la protection de la Terre Sainte. Alors je sais que c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais résumer. En 1312, ils sont dissous par Philippe le Bel et Clément V. Et donc après cette date, les Templiers basculent dans une existence secrète et ésotérique en créant une légende autour des Templiers. Concernant le jeu de société, je pense que je vais poser quelques définitions parce que ça ne va pas être très clair pour tout le monde. Donc le jeu de société, c'est un concept qui revêt en fait deux formes de pratiques, que sont premièrement le jeu de plateau. Donc ça a été défini par Vincent Berry comme un ensemble de pratiques ludiques, donc comme c'est dit au tableau, se déroulant le plus souvent autour d'une table et supposant l'usage de règles et d'un matériel dédié ou adapté. Donc on peut citer comme jeu de société jeu de plateau, je veux dire un peu connu, Colombes Catane dans les années 90, ou le traditionnel Monopoly que tout le monde connaît et dont tout le monde a déjà joué, je suppose. L'autre grand type, ce sont les jeux de rôle. Et c'est là où peut-être en perdre certains. On va essayer de ne pas perdre tout le monde. Le jeu de rôle, ça a été défini par Olivier Caïra de cette manière. Les rôlistes sont autour d'une table, un meneur, qu'on appelle maître du jeu, qui cache ses notes derrière un paravent en carton et 10 joueurs. Pas de plateau de jeu, pas d'électronique, pas non plus d'armure ni d'épée, juste des dés, du papier et des crayons, du soda, des biscuits et cette phrase rituelle « Que faites-vous » Une partie de jeu de rôle commence. Dans un jeu de société classique, chaque réponse au « Que faites-vous » serait prévue par des règles. J'avance de 3 cases, j'attaque le pion adverse, je vends mes stocks, je trahis un adversaire. Le principe du jeu de rôle, lui, sur table, est de laisser ouvert l'éventail des actions possibles.
Au niveau des jeux de rôle un peu connus, on peut penser au Donjons et Dragons, qui a été beaucoup repris dans la série Stranger Things. J'ai mis une image que je pense que pour beaucoup, ça parlera beaucoup plus en vous montrant Stranger Things. Ou alors, la légende de Cthulhu, qui est le deuxième gros mastodonte du jeu de rôle. Donc voilà, un peu au niveau des définitions. Donc quand il s'agit de faire jouer les Templiers, et les auteurs oscillent entre réalité historique et contraintes ludiques. Et ces contraintes, elles sont de deux types. Premièrement, le jeu de société et surtout le jeu de plateau, c'est un médium qui a très peu de place pour dire ses idées. Quand je parle de place, je parlais du nombre d'éléments que compte un jeu. Je pense par exemple aux cartes, aux pions ou bien aux dés. Plus il y en a et plus le jeu est cher. Voilà, à titre d'exemple, on dit que souvent aux jeunes auteurs de jeux qui créent des jeux qu'ajouter un dé, c'est ajouter 1 euro au jeu. Donc plus on ajoute d'éléments, plus il est cher. Et ce prix en fait est quelque chose d'assez important en réalité parce que le monde du jeu de société est un monde qui est très petit. Souvent les jeux un peu complexes, les jeux voulant simuler l'histoire sont des jeux un petit peu complexes et donc ils reposent sur des communautés de joueurs assez restreintes. Donc plus un jeu est cher, moins il va pouvoir se vendre et donc moins les maisons d'édition vont pouvoir en fait récupérer, faire du profit dessus et donc pouvoir continuer à perdurer en réalité. Souvent un échec commercial signifie la fin d'une maison de jeu. Le deuxième élément que je parle au niveau de la place, c'est aussi au niveau du temps de jeu. Donc ça a toujours un rapport avec l'aspect économique. Un jeu, plus il est long, moins il est joué. Je pense que beaucoup de gens ici ont déjà joué à des jeux durant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Rares sont les gens qui jouent plus d'1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus, 10 ou 12 heures. Je comprends, ça demande un certain investissement. Et donc en fait, le temps de jeu est important. Donc, voilà. Et donc nos jeux de société dont il est question et donc dont j'ai la liste ici. Donc le but là c'est pas que vous reteniez tous les jeux, cherchez pas, il n'y en a aucun que vous serez susceptible de connaître, c'est que des jeux un petit peu confidentiels, mais c'est pour que vous ayez un petit peu la liste complète du corpus sur lequel je vais me baser ici puis durant mon mémoire en réalité. Donc en fait tous ces jeux-là ils vont essayer d'osciller entre des mécanismes plus ou moins simples, entre simple et complexe et entre long et pas trop long. Si on regarde un petit peu les durées le temps de jeu que normalement j'ai indiqué, donc surtout pour les jeux de plateau, non je ne les ai pas indiqués, faites-moi confiance, on est à peu près sur des durées entre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 1h10, rares sont les jeux qui vont au-delà de 1h10. Donc en réalité, les jeux voulant simuler l'histoire, doivent le faire dans un minimum de place et de durée de temps. Et donc, pour faire croire quand même à leur histoire, pour que les joueurs adhèrent, soient immergés et croient que c'est vrai, ils sont obligés d'utiliser des topos à propos de l'histoire médiévale. Et je pense qu'à ce jeu-là, on va prendre l'exemple du jeu de rôle Miles Christi. Voilà, donc on va prendre l'exemple du jeu de rôle Miles Christi et l'extension scénaristique La richesse de l'émir. Donc le but de ce jeu de rôle, c'est de simuler la vie d'un Templier et de faire jouer vraiment comme si les joueurs étaient des Templiers. Et donc la richesse de l'émir, ça se présente comme ça, c'est assez intéressant. Vous avez une page centrale où vous avez donc en rouge où l'histoire vous est racontée, donc il y a un texte qui est écrit, et à côté vous avez la manière de faire jouer cette histoire. La chose la plus intéressante, c'est que le livre va nous faire croire que cette histoire, elle est réelle et que ça a été basé sur une source véridique. Par exemple, au début de l'ouvrage, il est dit « Le récit que nous vous proposons dans le présent recueil est véritablement remarquable, tant par la surprise qui a provoqué sa découverte que par les enseignements de troupes premier ordre qui livrent désormais à la connaissance historique. » Donc, en plaçant ça au début du recueil, on fait croire aux joueurs que en fait, c'est un vieux texte qui existe réellement. Alors maintenant, la question c'est est-ce que les joueurs y croient ? À titre personnel, je pense que les joueurs et joueuses ne sont pas dupes. Ils et elles savent très bien que c'est totalement inventé. Cependant, durant tout le jeu, en fait, tout le monde va se mettre d'accord pour dire que c'est réel, en fait. C'est ce que Jean-Marie Schaeffer appelle, pour définir la fiction, la feintise ludique partagée, où on va feindre de croire que c'est vrai. Et tout le monde autour de la table est d'accord pour dire que c'est vrai. Quand même, on sait que c'est faux. Un deuxième signe un peu pareil où on va faire croire que c'est vrai, il y a une note de bas de page par exemple dans le texte qui dit le texte dit exactement Grindizieux Tillot Morveux Ctastar Loingeur. Bon, là on a deux choses qui sont assez intéressantes en réalité. Déjà on a le fait que c'est un mot en ancien, ça ressemble un peu à de l'ancien français, ça pourrait ressembler à ce que certains ont de leurs sources médiévales, mais aussi le fait de mettre ça en note de bas de page, ça fait croire que, encore une fois, c'est réel, c'est universitaire.
Enfin, donc sur un peu ces signes universitaires et sur le faire croire, on va aussi utiliser des personnages réels qui ont réellement marqué la vie des Templiers. Et donc le premier, c'est Philippe le Bel, c'est celui auquel on pense le plus. Donc c'est celui qui a éradiqué l'ordre du Temple. Alors à la base, je voulais vous projeter Philippe le Bel dans un des jeux, mais j'ai totalement oublié, parce que j'ai oublié de scanner la carte. Ne m'en voulez pas. Mais on en a une deuxième représentation dans les artworks du jeu Deus le Vult. Alors les artworks, c'est un corpus annexe fait par un fan, mais quand même autorisé par l'auteur du jeu. Où sont représentés beaucoup de personnages historiques avec une petite biographie. Et donc dessus est représenté Philippe le Bel, donc d'une façon très peu améliorative, notamment probablement parce que l'auteur de l'image est anglais, que je crois qu'il y a une certaine francophobie latente dans ce jeu. Mais ce qui est intéressant là-dessus, sur le fait de faire croire au médiéval que ça ressemble au Moyen-Âge, c'est déjà, on constate que ça ressemble beaucoup à une enluminure médiévale, c'est dans le style enluminure médiévale. Et au-delà de ça, c'est aussi ça ressemble beaucoup à une miniature donc j'ai affiché ici donc, le De Casibus Willorum Illustrium de Boccace. J'ai du mal avec le latin, ne m'en voulez pas. Voilà, très bien. Donc, ainsi, les auteurs sont obligés d'adapter l'histoire aux contraintes ludiques, le plus souvent en la simplifiant et en donnant à voir des images caricaturales de cette dernière pour faire croire à sa véracité. Cependant, au-delà de la matière historique, les jeux sont obligés de tenir compte des codes moraux de notre société. En effet, comme l'affirme Stewart Woods dans un ouvrage sur les jeux de plateau, les jeux ne sont pas produits dans un vacuum culturel. Eh ben non. Je ne l'ai pas mis en note de bas de page, c'est pas grave. Donc les jeux ne sont pas produits dans un vide culturel, ils sont toujours le produit de leur époque. Et à ce titre, j'aurais bien aimé vous parler de la religion, parce que je trouve que c'est un truc assez intéressant, où normalement les Templiers sont ce sont des chevaliers, d'accord, mais ce sont aussi des moines. Donc ils suivent une règle religieuse, ils prient quotidiennement, ils ont une vraie vie religieuse. Or, dans les jeux de société, ils sont absents. La religion est quasiment absente. Et donc j'aurais bien aimé poser cette question-là, mais le temps me manque, donc je vais plutôt m'attarder sur le rôle des femmes, que je trouve assez intéressant en fait, et ça montre beaucoup mieux, je pense, comment les jeux en fait ne sortent pas du tout des cadres de notre société en fait. Alors que pour les femmes, il y a des potentialités. Donc quand on observe de plus près notre corpus de jeu, on observe une invisibilisation des femmes. Donc elles ne sont quasiment pas présentes. Là, ce que vous voyez sur le tableau, c'est l'ensemble des représentations des femmes sur les 13 jeux Teunia. Alors, je mens un peu, dans Miles Christie, il y a 4 images de femmes. Désolé. Donc, si on regarde un petit peu, donc voilà, donc il y a Miles Christie, donc il compte 65 images, il y a 65 images, et sur ces 65 images, seulement 4 femmes sont présentes. Ça fait pas énormément, Voilà, donc cette invisibilisation, c'est pas non plus quelque chose qui est totalement nouveau dans le monde du jeu de société. Darinka Rabu, une chercheuse en sciences du jeu, affirme dans son mémoire que, à travers l'étude réalisée au sein de la commission diversité de l'UEJ, donc l'Union éditoriale des jeux, il est apparu que les personnages féminins et racisés sont largement sous-représentés. Et en plus, ce qu'on observe et ce que je trouve intéressant, c'est le regard masculin posé sur les femmes dans le jeu. Alors, je suis d'accord que le concept peut avoir certaines critiques, mais il y a quand même dans le jeu, en tout cas, ça fonctionne assez bien. Notamment, je trouve que cette citation qui parle du cinéma hollywoodien peut être adaptée au jeu et fonctionne assez bien. Donc, dans le cinéma hollywoodien classique, les femmes sont confinées dans le rôle d'exhibitionniste. Leur apparition à l'écran sert essentiellement à provoquer le plaisir visuel et érotique du spectateur. Le personnage féminin est là pour occuper la place de l'objet de la vision, simultanément regardé et mis en scène. Son rôle est de véhiculer le désir d'un spectateur supposé masculin. Et en fait, notamment, on va reprendre le jeu de rôle Miles Christie, parce que moi je trouve que c'est vraiment le plus intéressant de tout mon corpus. C'est vraiment ça, quoi. C'est un jeu qui parle uniquement aux hommes. Déjà, sur les 4 pauvres représentations des femmes que nous avons, on a la majorité qui sont nues ou à moitié nues, notamment sur la couverture. Si vous observez la couverture, vous ne verrez pas d'ici, mais il y a une femme qui est seins nus, là pareil, là comme j'ai mis là, femme seins nus, et tout pareil, les autres images en fait sont relatives au plaisir de l'homme, notamment on a une image où on voit un homme, une femme assis sur un lit avec le diable en dessous. Au sein aussi du livre, on a aussi des scénarios. Les scénarios proposés aussi vont être beaucoup très liés au plaisir sexuel, à la femme objet. Notamment le personnage de Thaïs dans le scénario de La richesse de l'émir, qui n'est là uniquement que pour tenter sexuellement le personnage principal, qui lui ne doit pas succomber parce que les Templiers n'ont pas le droit en fait à toute relation charnelle de n'importe quel type.
Ou alors, on a aussi le cas d'une femme qui va tenter un templier pour tenter un piège à un personnage, en fait, en lui proposant d'avoir des relations intimes avec lui, mais qui, au final, va se faire arrêter parce qu'il n'a pas le droit de coucher avec une femme avec qui il n'est pas marié. Enfin bref, on est vraiment dans... à chaque fois, elles sont là pour satisfaire le désir d'un homme. Et en fait, elles n'ont qu'une vertu d'objet, quoi. Elles n'ont pas d'existence propre. Au-delà de ne pas les représenter, les rares qui le sont de façon assez caricaturale et attendue. Par exemple, le personnage de Maria, le personnage de Maria dans le jeu de société, jeu de plateau Templars of Secret Treasures, est représenté en rose. Pas très très neutre en termes de représentation genrée, mais c'est intéressant quand on compare aux personnages masculins qui, eux, sont représentés avec des couleurs beaucoup plus neutres d'un point de vue genré, notamment le gris ou le vert, en fait. Donc voilà. Voilà. Donc, on pourrait se dire, pourquoi... On pourrait se poser la question... Oui, donc, on pourrait rétorquer à juste titre que les femmes templières, dans les Templiers, ça n'existe pas beaucoup. Alors déjà, c'est un poil vrai, un poil faux, parce que les femmes existent, il y a des couvents templiers où les femmes existent, et quand même on est sur le monde du jeu de société de plus en plus se féminise, au sens où les femmes commencent à être réellement prises en compte dans le monde du jeu de société. Là, je vous montre en fait 3 couvertures différentes où on a de jeux de société qui sont assez connus dans le monde du jeu de société, notamment très liés au Moyen-Âge. Orléans a reçu beaucoup tous les genres ont reçu beaucoup de distinctions internationales et sont vraiment des piliers. Et donc voilà, on a des femmes sur leur couverture en fait. Donc on a un monde du jeu de société qui se féminise et dans nos jeux sur les Templiers, ils ne le sont pas. Donc on pourrait se poser un peu la question de pourquoi. Pour moi, il y a deux réponses pour moi. La première, c'est que ce sont que des jeux faits par des hommes. Et que, notamment, ce que j'expliquais avant sur le regard masculin, que les hommes représentent souvent des hommes et très peu les femmes. Mais aussi, je pense que c'est intéressant sur le public que ces jeux visent. Les jeux qu'on qualifie d'experts, les gens, en tout cas, les gens susceptibles de jouer aux jeux sur les Templiers sont majoritairement des hommes. Pour dire ça, je me base sur l'étude qu'a menée Stewart Woods, dont je parlais tout à l'heure dans son ouvrage sur les jeux de plateau, qui a fait une sociologie des joueurs et qui s'est rendu compte que la majorité, en fait, sont des hommes. Donc, en fait, ne pas représenter les femmes ou les représenter dans des positions suggestives, c'est s'adapter aux représentations qu'eux-mêmes ont des femmes ou sont susceptibles d'avoir. Je ne dis pas qu'ils ont tous ont ces représentations-là, mais c'est des représentations qu'ils sont susceptibles d'avoir. Donc on a une adaptation au public en fait avec lequel le public visé. Donc voilà. Bon, pour conclure, car il me semble que mon temps est bientôt imparti, on peut dire que les jeux de société ils sont obligés de jouer un savant jeu d'équilibrisme entre contraintes ludiques, adaptation historique et adaptation au code de notre société. C'est surtout le cas en fait quand il s'agit de représenter l'histoire académique. Il est impossible de retranscrire toute la complexité qu'est l'histoire dans à peine 1 heure de jeu et très peu de matériel. Et ça, je pense, ça peut nous faire poser un peu à toutes et tous une question en tant qu'apprentis historiens. En effet, est-ce que notre rôle, c'est de monter au créneau à chaque fois que l'histoire n'est pas respectée, un peu comme ça a été fait dès que le Napoléon de Ridley Scott est sorti. Mais à l'inverse, est-ce que aussi en fait, est-ce qu'on doit laisser passer ou pas passer? Mais pareil pour le discours politique, est-ce qu'on est obligé de laisser pas passer? C'est un peu la question qu'on doit se poser. Je pense que une forme de réponse est un peu entre ces deux extrêmes, entre débunkage constant et laisser passer permanent. Et je pense que, pour conclure, je citerai Alain Demurger, qui je pense a assez bien répondu à cette question, qui dit « Il importe peu qu'aux yeux de l'historien, la chose soit largement inexacte. C'est la perception qu'en ont les contemporains qui compte. » Merci. Voilà. Là, c'est la bibliographie. Je suis désolé, il y a très peu d'ouvrages universitaires parce que le sujet est encore très peu inexploré. Voilà, je suis désolé. Merci Adrien, je pense que je vais très vite te rendre le micro parce qu'à mon avis il y a des questions quand même qui vont éclore de cette présentation assez originale. Moi j'aurais aussi 2-3 questions en même temps, je te côtoie tous les jours donc je commence à avoir quelques réponses aussi. Mais on y viendra. En attendant, je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a une différence entre les jeux de rôle et les jeux de plateau? C'est-à-dire parce que les jeux de rôle sont très caricaturaux par essence, c'est-à-dire que on connaît un petit peu les archétypes de certaines classes, etc., tout est très caricatural. Est-ce que les jeux de plateau seraient peut-être un peu moins caricaturaux ou il n'y a aucune différence?
Les jeux de rôle, à titre de comparaison, les jeux de rôle sont plus nuancés que les jeux de plateau. Justement, dans le jeu de plateau, en fait, étant donné qu'on a très peu de place, on ne peut pas, on est obligé d'être sur les stéréotypes. Par exemple, les couvertures de jeux. Alors, est-ce que j'en ai une un peu intéressante ouais, j'en ai pas spécialement intéressante. Je sais pas. Les couvertures de jeux, c'est un espace de 90 cm². À peu près, on va dire le maximum de choses pour présenter l'univers en fait. Donc on est obligé de mettre que des trucs très caricaturaux pour que les joueurs et joueuses achètent le jeu. En fait, on va leur tendre des choses un peu caricaturales. Par exemple, on va prendre, c'est pas un jeu de plateau, c'est chiant. Mais Midas Christi, par exemple, on va leur mettre un choc, on va leur présenter en fait une bataille millénariste entre croisés et musulmans. En fait, on va s'attendre dès qu'on ouvre le jeu à jouer un peu les croisades, on va s'opposer aux musulmans, des choses comme ça en fait. Mais dès qu'on ouvre le jeu, en réalité, la chose est beaucoup plus nuancée que cela. Même on a beaucoup plus de signes de convergence entre les religions que de divergence. Alors que sur le... Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Alors moi, je vais peut-être te ramener vers des considérations que tu as abandonnées ou que tu as un petit peu délaissées au cours de l'année. Mais alors il y a la question de l'historicité du jeu de société en tant que tel. Est-ce que tu as investi un petit peu ces questions-là? Est-ce que tu as été recherché à partir de quel moment on commence à créer des jeux de société sur les Templiers et éventuellement à quels événements, faisceaux culturels ça peut être lié? Je pense notamment aux francs-maçons. Je ne sais pas si à l'époque ils avaient déjà des proto-jeux de société dans lesquels ils auraient pu mettre en scène ces choses-là. Alors sur les jeux de société sur les Templiers, c'est une question que je me suis posée assez tôt en fait de où commençait mon sujet, quel était mon premier jeu sur les Templiers. Alors il est très probable qu'il existe des jeux de société traitant des Templiers. Les jeux de société c'est un phénomène qui n'est pas nouveau en réalité. Dès la préhistoire on joue. Le jeu de Go, le jeu de Go je crois que c'était inventé au premier millénaire avant Jésus-Christ je crois. Bref, les jeux ça date d'il y a très longtemps en réalité. Mais en fait moi ce qui m'intéresse ici c'est les jeux de société contemporains. Donc c'est-à-dire c'est tous les jeux de société produits après la Seconde Guerre mondiale, mais même plus précisément après les années 90. En réalité, dans le jeu de société, on a vraiment un avant et un après les années 90. Avant les années 90, on est plus sur, même avant la Seconde Guerre mondiale, on est sur des jeux en fait où le matériel importe très peu. Par exemple, si on joue aux dames, on pourrait jouer aux dames avec des capsules de bière. En fait, ça ne changerait pas les mécaniques de jeu. Par exemple, si on prend un jeu comme Colon de Catane, qui est un peu le premier jeu du renouveau du jeu de société, on peut pas transformer le matériel, il est adapté, on ne peut pas le transformer par quelque chose d'autre. Si on change le moindre matériel, on perd tout l'essence du jeu en fait. Donc moi ce qui m'intéresse c'est beaucoup plus ces jeux-là en fait, où le matériel est quelque chose de très important. Et donc moi c'est des jeux qui datent d'après les années 90. Globalement mon corpus s'étend entre les années 90 et 2024 à peu près. Mais il est évident que je pense que les Templiers apparaissent dans certains jeux. Notamment, je sais que M. Lignereux nous avait parlé d'un jeu de cartes pour les rois destiné à Louis XIV, il me semble, ou alors à un roi avant. Et où dessus, je suis sûr qu'on va avoir des Templiers quelque part. En tout cas, il y avait des jeux qui existaient où peut-être les Templiers sont dessus. Mais en fait, je les ai pas pris parce qu'en fait, ils n'allaient pas rentrer tout dans mon argumentaire en fait, et ça va être beaucoup trop loin par rapport à ce que je pourrais raconter. Je ne peux pas me poser la parole. Alors, je partage tout à fait votre sentiment que là aussi, c'est une réflexion qui doit être méditée par ceux qui faisons et essayons de faire de l'histoire. Je crois profondément que le debunking est une passion triste, vaine, et finalement assez inconséquente, presque vaniteuse. Ça n'a aucun sens pour moi. C'est voué à échouer. Alors sur je suis un peu, non pas désolé que vous ayez choisi de privilégier autant les femmes, c'est très bien. Alors outre le fait quand même qu'il y a eu quelques femmes dans le mouvement Templier, c'était quand même des consoles de la réalité historique quand même minime. Je ne suis pas sûr quand même, mais là je parle d'un point de vue, je vous ai dit, d'un vieil homme cisgenre que tous les hommes entretiennent des femmes des représentations fantasmatiques et cherchent absolument à soulager je ne sais quel appétit en les regardant ou en les forçant. C'est pas le cas de la majorité. J'espère, je le souhaite. Peut-être me tromper, mais j'espère ne pas me tromper. Vous y allez quand même un petit peu fort. Nous dire que là on a quand même quelques femmes et en nous présentant Orléans ou Jeanne d'Arc, je dis mais quand vous parlez de Jeanne d'Arc, il est difficilement à présenter autrement que sous les traits d'une femme. Oui. Enfin, là, oui. Vous montrez
trois. Oui, Il y a Orléans et Jeanne d'Arc. Alors, en effet, Jeanne d'Arc. Et je crois que ça lie Bah oui, dans bah c'est l'Aquitaine. oui, c'est bien ce que je dis. Bah, oui, c'est ce que je dis. Dit que le jeu se féminise, on a de plus en plus de femmes sur les couvertures. C'est pas qu'il se féminise, mais Jeanne d'Arc voulait. Oui, non, mais non, je veux dire, non, c'est en fait, c'est, il y a, je pense, il y a 20 ans, on n'aurait pas fait un jeu sur Jeanne d'Arc, c'est ce que je voulais dire. Oui, en fait, oui, mais le jeu se féminise. Oui, d'accord, ok. Alors, Elle signe jour. de quoi? Elle signe Jeanne jour. d'Arc, on l'a quand même beaucoup Oui. représenté au cours de l'histoire. Oui, non, mais oui, mais dans les jeux de société, je parle. Oui, bah non, mais évidemment. Non, mais évidemment, ce que je veux dire, c'est que les jeux de société, on a de plus en plus de femmes qui apparaissent sur les couvertures de jeux de société. Bah alors, oui, c'est vrai, Jeanne d'Arc, j'avais pas pensé à ça du coup. Pour le coup, c'est vrai, j'avais pas pensé que oui, Jeanne d'Arc, ça fonctionnait pas. Mais dans les cas des deux autres jeux, dans Orléans, on aurait très bien pu ne pas avoir un. On aurait pu ne très bien. Oui, Et ça lie à Nord d'Aquitaine. peut-être. Alors, En même temps, C'est elle qui a libéré Orléans. oui. En même temps, Oui. l'évolution avec Jeanne d'Arc, Oui. c'est peut-être l'inverse. Ça n'est pas sûr qu'il y ait une féminisation des jeux. En revanche, il est certain que la figure de Jeanne d'Arc est rentrée dans le jeu. Oui, Voilà. Ce qui est un peu différent. oui. Mais Jeanne d'Arc est une des grandes figures du médiévalisme, Mm. vous savez, avec les Templiers. D'ailleurs, Oui. c'est vraiment les premières figures du médiévalisme au tout début du 19e siècle. Hein, les uns, Mm. Et puis voilà, bon, après des attentifs écrivains, l'intérêt, j'ai beaucoup aimé votre accroche, et pratiquement d'ailleurs, je ne sais pas si je vais oser, c'est l'accroche que vous voulez faire avec Arnaud Godin pour le colloque de Troyes, auquel vous serez invité, j'en suis ravi. On voulait accrocher à partir du conte de Monte Cristo, alors je ne sais pas si on va oser le faire, on le fera peut-être autrement, mais j'ai été assez frappé en effet, que ce soit le trésor des Templiers qui soit au cœur du film, par nous que Dantès serait un Templier moderne. Je me demandais pourquoi. Pourquoi je trouve ça intéressant. En fait, je ne vois pas que ce soit forcément volontaire de la part des auteurs, des deux réals, mais par contre, je trouve que la comparaison entre les deux fonctionne bien. Le fait que les Templiers, on a longtemps associé le fait qu'ils ont vécu un procès un peu inéquitable, un peu horrible, un peu comme Edmond Dantès, il a été trahi par ses meilleurs amis. Je pense qu'il y a un lien à faire avec les Templiers qui, eux, ont été trahis par le pape, qui quand même les soutenait. Bon, je pense que c'est un peu réducteur de dire ça comme ça, mais le fait que le procès a été vu comme une injustice pendant longtemps, Edmond Dantès a été vu aussi comme une injustice, en cherchant à se venger, en fait. Et tout au long, en fait, c'est aussi les valeurs chevaleresques qu'incarne Edmond Dantès jusqu'à la fin, ne serait-ce que le combat d'épée, c'est un combat qui est très chevaleresque, en fait. Il me semble que dans le livre, il n'y a pas ce combat d'épée, ou alors il est moins chevaleresque que là, il est clairement dans le film, en fait. Donc, pour moi, il y a vraiment une relecture un peu templière de ça, même si je grossis peut-être le trait parce que je travaille sur les Templiers, parce que j'étais voir notamment les bonus du conte de Monte Cristo, et les deux réalisateurs n'expliquent à aucun moment ce choix de représenter en tant que Templier. Mais même dans la demeure d'Edmond Dantès, il y a des symboles Templiers un peu partout. Et par ailleurs, l'idée que le trésor soit celui des Templiers n'est pas exploitée dans le film. De mémoire, j'ai vu ce film mais il y a un moment déjà. C'est-à-dire, il n'est pas exploité. L'idée que ce soit le trésor des Templiers, ça ne réapparaît pas dans l'histoire. Non, c'est vrai qu'une fois. Une fois qu'il a eu son trésor, mais oui. Ah bah oui. On sait que c'est le trésor des Templiers, point Ah bah, barre. oui, point barre. Mais par contre, tel, c'est intéressant. Par contre, il introduit, ça c'est à notre sens, le mythe aussi du survivalisme. Oui. Ah bah oui, évidemment. Deviendrait une sorte d'ultime grand Oui, maître. que Edmond Dantès devient. Et en vrai, ce trésor n'est pas mentionné, d'accord, mais par contre, la demeure d'Edmond Dantès, il y a des symboles templiers un peu partout, en fait. Donc ça fait d'Edmond Dantès, Edmond Dantès hérite du trésor, mais il hérite aussi de la charge de grand maître de l'ordre, en fait. Je pense ça. Symboliquement, oui. Symboliquement. Je suis pas sûr. Non, t'es pas convaincu? Non, mais moi je trouve qu'en tant que tel, le fait qu'on puisse mettre un trésor des Templiers comme ça en dit long sur le médiévalisme aussi. En tant que tel, je trouve ça intéressant, ça même dit si que- c'est anecdotique oui. dans un film. Ça dit quelque chose sur Ça veut dire qu'en fait, tu peux l'invoquer comme ça, les oui. Templiers. Ah bah oui. Et dans cette idée-là, je vais une deuxième question, c'est pas ce que vous pensez un petit peu de l'introduction des Templiers dans la dernière version du Monopoly. Je suis pas tombé. Oh Il non, l'avait jamais fait, non, là non j'ai honte, là je suis pas tombé dessus encore. Mais non. T'es pas tombé dessus? Non. Et tu vois, en plus, je faisais la référence de l'Angleterre, je pensais que t'avais. Mais non, je savais pas. Bon. Bah, Oui, Ah, t'imagines, ça serait cool. Par mais ils contre, ne l'ont tu pas fait, c'est bizarre. Bah. Oui, il est 16h30. Oui, non, mais le corps plus de sang, j'ai. Oui, non, Ah mais- oui, toi, Ah oui, faut que je- Non, t'inquiète. Non, mais. T'inquiète. C'est le Monopoly. Le Monopoly est un jeu, on peut mettre n'importe quel thème, n'importe quoi, Ouais. ça fonctionnera encore. Ah, D'ailleurs, c'est le cas. Mais bon. Et on Je n'aime pas ce jeu. Et on paye Oui, madame. le trésor des Templiers. Oui, alors d'abord merci parce que voilà, c'était passionnant, Mais oui. c'est foisonnant, il y a plein Non, mais de quand même, tu l'aurais su. très Confiance en toi. intéressantes. Et j'avais une question
Je me demandais s'il y avait parmi les jeux de votre corpus des jeux qui étaient destinés pour des publics en fonction de l'âge, s'il y a des jeux plus pour enfants, ou si tous ces jeux sont... Enfin, est-ce qu'il y a des jeux pour jeunes enfants? Est-ce qu'ils sont capables de jouer à certains de ces jeux, ou est-ce qu'ils sont trop compliqués? Et d'autre part, est-ce qu'il y a des... parce que vous insistiez beaucoup, et c'était un des points qui me plus intéressé sur la nécessité effectivement de la part du joueur ou de la joueuse de finalement suspendre son jugement et de faire mine de croire tout ce qui est dit. Mais est-ce qu'il y a des anachronismes, mais volontaires, enfin des petits clins d'œil pour justement surprendre les joueurs et les joueuses? Est-ce qu'il y a des petits jeux avec des personnes qui jouent et des choses un peu grossières faites exprès pour... Sur la question des jeux pour enfants, non, je n'en ai pas. C'est une question qui est super intéressante et qui mériterait d'être analysée un peu plus sur les jeux médiévaux pour enfants, parce qu'il y en a pas mal en fait en réalité, mais sur les Templiers, il n'y en a pas. Tous les jeux que vous voyez là, c'est des jeux, les jeux de rôle ne sont pas faits du tout pour les enfants, pour le coup. Ça demande beaucoup de paroles imaginaires, et il y en a qui existent, mais vraiment la seule ne sont pas faits pour les enfants. Et les jeux là, les jeux qu'on a ici non plus, soit ils sont beaucoup trop longs, soit beaucoup trop complexes, ils sont vraiment pas pour les enfants. Et non, il n'y a pas de petits clins d'œil anachroniques. En fait, c'est pas s'il y a des anachronismes, c'est pas des clins d'œil, c'est pour faire croire aux joueurs. Notamment, par exemple, on a le jeu Croisade, le château des Templiers. Qui dans la règle du jeu, il est dit que le château des Templiers représente le crack des chevaliers. Or, le crack des chevaliers est une forteresse hospitalière et pas templière en fait. Donc là, on a vraiment une réelle erreur. En fait, cette erreur, elle est là pour rappeler le crack des chevaliers, qui est quelque chose d'assez connu dans le point de vue médiéval et d'un point de vue au niveau des croisades, tout en associant les Templiers pour que les joueurs achètent, parce qu'ils achèteront beaucoup plus si c'est les Templiers que si c'est les Hospitaliers. Parce que pour beaucoup, déjà, je suis pas sûr que tout le monde connaisse qui sont les Hospitaliers. Bon, et ben très bien. Je pense que on va être fin prêt pour passer à la conclusion de ces deux merveilleuses journées. Mais ce n'est pas moi qui suis en charge.